Au début du XXe siècle, Jérusalem est sous le contrôle de l'Empire ottoman depuis près de 500 ans. 300 ans avant que l'Empire ottoman n'occupe plus que la Turquie d'aujourd'hui, il terrifiait l'Europe. Il avait atteint les portes de Vienne. C'était un empire musulman que l'on ne pouvait arrêter et qui régnait sur les lieux saints de l'islam. Mais à la fin du XIXe siècle, l'Empire ottoman n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est parfois décrit comme la maladie de l'Europe. Il est en train de se décomposer, de tomber en morceaux. C'est un empire corrompu et à l'agonie. Montagu Parker le sait bien, tout comme ses collègues, et il voit une occasion d'utiliser le déclin du contrôle ottoman sur Jérusalem pour faire avancer leur expédition, sachant que Jérusalem fait partie de cet empire. En fait, ils pensent qu'il y aura bien un fonctionnaire ottoman qu'ils pourront soudoyer, que tout le monde a besoin d'argent, et qu'il sera donc facile de pénétrer sous le mont du Temple. Pour justifier ces fouilles, Montagu Parker prétend être à la recherche d'un trésor. Il parvient à convaincre les autorités ottomanes de soutenir son expédition en échange d'un partage des biens qu'il pourrait découvrir. Les autorités acceptent alors de signer un contrat avec l'explorateur anglais et le laissent commencer sa mission de recherche. Les fouilles se concentrent au niveau du tunnel de Siloé, une cavité construite 700 ans avant Jésus-Christ pour ravitailler la ville en eau en cas de siège et redécouverte par les archéologues au XIXe siècle. C'est à cet endroit que se trouve un réseau de galeries reliées au mont du Temple et grâce auquel on pourrait accéder, selon Walter Juvelius, au sanctuaire secret où se cache l'Arche d'Alliance. Ainsi, entre 1909 et 1910, il creuse frénétiquement. Mais malgré cette activité laborieuse, il ne trouve que quelques lampes à huile, des tessons de poterie, quelques pièces de monnaie et des toilettes anciennes. Pour un archéologue moderne, ce serait de vrais trésors, mais pas pour Parker et son équipe qui voulaient vraiment trouver l'arche. Ils n'arrivaient tout simplement pas à accomplir leur mission. Face à leurs échecs répétés dans les tunnels, Montagu Parker décide de changer de stratégie. En 1911, il va se concentrer sur le seul endroit qui n'a pas encore été fouillé, le lieu le plus sacré de tous, le dôme du rocher lui-même. En 1911, Parker est un peu désespéré. Il décide donc de se rendre sur le mont du Temple parce qu'il veut être au cœur de l'action, mais il ne sait pas comment faire. Alors il soudoie un fonctionnaire local qui est le gardien des lieux. Parker et son groupe, qui ont réussi à pénétrer sous le mont du Temple, commencent à creuser. C'est vraiment la dernière chance pour l'intrépide aristocrate. Dès la nuit tombée, et chaque soir, pendant 9 jours, les membres de la mission Parker vont creuser sans relâche sous le mont du Temple. Mais alors qu'ils n'ont toujours pas réussi à trouver de sanctuaire secret, ils vont finir par être trahis par la population. En fait, trop de gens voulaient des pots de vin. Et plus Parker et son groupe creusaient, plus ils devaient payer. À un moment donné, il a tout simplement dit « plus de pots de vin, plus d'argent ». Mais malheureusement pour lui, la population locale avait entendu parler des fouilles. Donc, Parker et son équipe ont été confrontés à une foule en colère et meurtrière. Parker est contraint de fuir, et même si avec son groupe il a acquis une certaine célébrité, cela ne les console pas de ne pas avoir trouvé l'Arche d'Alliance. Il prévoit de retourner à Jérusalem, mais la Première Guerre mondiale éclate et contrarie tous ses plans. La mission Parker, comme on l'a appelée, est donc un échec.
À l'époque, la presse a parlé de ces fameuses fouilles réalisées entre 1909 et 1911, mais elles n'ont rien donné de très intéressant sur le plan archéologique et les autorités locales ont même estimé qu'il valait mieux protéger les sites que les laisser fouiller de manière aussi peu professionnelle. Depuis l'épopée de Montagu Parker et de son équipe, aucune cavité secrète n'a été découverte dans les tunnels de Jérusalem. Et l'endroit où pourrait se trouver l'Arche d'Alliance reste encore un mystère. Mais pour certains experts, l'enquête sur ce coffre légendaire doit également conduire à se poser d'autres questions sur les origines mêmes de l'objet. Pour moi, la question clé n'est pas de savoir où se trouve l'arche, mais plutôt pourquoi. Pourquoi les Israélites ont-ils raconté cette histoire? Et pour le comprendre, nous devons examiner de plus près les Israélites eux-mêmes, leur culture et ce que nous savons d'eux. Selon l'Ancien Testament et les textes du livre de l'Exode, avant de s'installer dans le pays de Canaan sur les bords de la Méditerranée, les Israélites vivaient en Égypte. Ils y étaient réduits à l'esclavage par un cruel pharaon, jusqu'à ce que Moïse les conduise en terre promise. Seul problème, encore aujourd'hui, aucune fouille archéologique réalisée en Égypte n'a pu apporter la preuve de ce qui est raconté dans les textes bibliques. Il est possible que pour Israël, Moïse ait été une figure dans un certain contexte historique, mais il n'y a aucune preuve de ça en dehors de ce qui est écrit dans la Bible. En 1896, l'archéologue britannique Flinders Petrie va faire une découverte qui va faire avancer l'enquête. Il effectue à l'époque des fouilles dans la ville égyptienne antique de Thèbes. C'est là qu'il va découvrir un monument de granit noir qui sera baptisé la stèle de Merenptah, ou stèle d'Israël. Un monument de plus de 3 mètres de hauteur sur lequel une inscription allait remettre en cause l'histoire des Israélites racontée par la Bible. Elle se trouve sur la stèle funéraire d'un pharaon appelé Merenptah, mort en 1203 avant Jésus-Christ. Cette stèle fait surtout référence à ses victoires face à différents ennemis. Mais une ligne apporte une preuve irréfutable. Elle fait référence à Israël. Le texte est écrit en alphabet égyptien et se présente comme une ode à la victoire de Merenptah, fils et successeur de Ramsès II, dans sa campagne militaire victorieuse en Libye et au pays de Canaan. Une grande joie est advenue en Égypte et la jubilation monte dans les villes du pays bien-aimé. Elle parle des victoires qu'a remportées Merenptah. Les chefs tombent en disant « Paix ». Pas un seul ne relève la tête. Défait le pays de Djéhénou. Le texte y liste les endroits situés dans le pays de Canaan et soumis par le pharaon. Canaan est dépouillé de tout ce qu'il avait de mauvais. Ashkelon est emmené. Gézer est saisi. Yenoam devient comme si elle n'avait jamais existé. C'est à la 27e ligne, l'avant-dernière, qu'un hiéroglyphe mentionne le mot Israël. Israël est détruit. Sa semence même n'est plus. Selon la stèle de Merenptah, les Israélites vivaient donc déjà dans le pays de Canaan 1200 ans avant notre ère. Une affirmation qui remettrait en cause les récits de l'Ancien Testament sur l'exode des Israélites depuis l'Égypte vers la terre promise.